Ok, alors du coup, je ne sais pas si vous avez une séance un peu pour vous parler du second quad, on va prendre 10 minutes pour ça. Euh, N'hésitez pas à me poser vos questions. Alors le second quad, c'est un quad qui est complètement différent. Vous allez voir, les matières, elles sont beaucoup plus intéressantes. Vous allez vraiment avoir l'impression d'être en médecine, là, ça y est. Vous allez avoir un tronc commun avec trois matières, donc UE8, UE9, UE10. Et ensuite, vous allez choisir des spé en fonction de si vous voulez médecine, dentaire, pharma, sage-femme. Dans le tronc commun, donc vous avez UE8, c'est une matière sur les médicaments, où en fait vous allez apprendre comment marche une molécule, les mécanismes d'action d'un médicament, où ça se fixe dans le corps, qu'est-ce que ça produit comme effet. Vous allez voir du coup le devenir des médicaments dans l'organisme. Il y a aussi des cours de législation des médicaments sur comment est-ce qu'un médicament obtient l'autorisation de mise sur le marché, etc. Donc ça, c'est pour l'UE8, c'est une matière vraiment centrée sur le médicament et du coup qui est surtout intéressante pour ceux qui veulent faire pharma, mais pas uniquement, parce qu'en médecine aussi, vous avez besoin de connaître comment marchent les médicaments. Attendez, je vois que... Non, c'est bon. Ok, donc ça, c'est pour l'UE8, c'est un coefficient 3, il me semble. Ensuite, vous avez l'UE9. Donc l'UE9, c'est tout ce qui est biologie cellulaire, histologie, embryologie. Donc biologie cellulaire, tout ça, c'est avec Dan. L'histologie, c'est l'étude des tissus, d'accord? Donc vous allez voir un petit peu différents tissus, le tissu sanguin, tissu osseux, tissu cartilagineux, tissu conjonctif, tout ça. Et vous avez aussi de l'embryo. Voilà, donc il y a beaucoup de cours théoriques et vous avez également des enseignements dirigés. Vous allez avoir des expériences, enfin, vous allez avoir vous allez avoir des énoncés avec plein de diagrammes à savoir interpréter en fait pour répondre à des questions. Donc ça, on a vu UE8, UE9. Après, vous avez l'UE10. L'UE10, c'est tout ce qui est sciences humaines. Donc, vous avez dans l'UE10, vous avez des cours d'éthique, des cours de législation. Donc, par exemple, des cours sur le don d'organes, sur l'information du patient, sur le consentement à l'acte médical, le secret médical, etc. Et vous avez aussi des cours, des cours de psychologie, des cours sur les champignons, sur les plantes. Donc ça, c'est pour l'UE10. L'UE10, c'est un gros coef, c'est un coefficient, je ne sais plus si c'est 8 ou 9, mais du coup, c'est votre plus gros coefficient, donc c'est une matière qu'il va falloir bien bosser. Alors que l'UE9, je ne vous ai pas dit, mais c'est un coef 7, il me semble. Voilà. Et après, vous allez avoir les spécialités. Donc, les spécialités, c'est pour eux. Donc, si par exemple, vous voulez faire médecine, vous allez faire SP11, SP12. Si vous voulez faire dentaire, vous allez faire SP12, SP13. Si vous voulez pharma, vous allez faire SP13, SP14. Si vous voulez sage-femme, vous allez faire SP11, SP13. Donc, en fonction de la filière que vous voulez, vous n'allez pas choisir les mêmes SP. Donc, SP11, c'est tout ce qui est autour du petit bassin, d'accord? Donc, vous allez avoir donc, tous les cours d'anatomie du petit bassin et des cours d'histologie, d'embryologie. L'aspect 12, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, vous avez une partie morpho. Donc vous allez voir, la morpho, c'est quoi en fait? C'est c'est des cours sur la formation de la face, la formation des dents. Donc c'est un peu comme de l'embryologie, mais autour des dents de la face. Et donc en SP12, vous avez la partie morpho et la partie anatomie, où là, c'est une partie qui est beaucoup plus grosse que la partie morpho et qui est plus compliquée, je pense, maintenant pour vous. Où vous avez, comme en anatomie, vous avez un poly de schéma et un poly d'anat, un poly de schéma et un poly de texte, mais surtout un gros poly de texte autour du crâne, en fait. Donc, tout ce qui est le crâne, la face, la cavité nasale, la cavité buccale, donc tout autour de la tête et du cou, en fait. Voilà, ça c'est pour l'aspect 12. L'aspect 13, c'est le médicament autour du médicament. Donc là, c'est un peu comme le 8, sauf que là, ça va être beaucoup plus sur la fabrication des médicaments, la galénique, comment on fabrique un granulé, comment on fabrique une poudre, comment on fabrique tout ça, les processus en fait, de fabrication des médicaments. Voilà, donc ça, c'est une matière pour les pharma, dentaires et sage-femme. Et l'aspect 14, donc ça, je n'ai pas fait l'aspect 14, mais c'est des cours c'est que pour les pharmaciens. Et c'est des cours de chimie orga. Il y a beaucoup donc, de réactions. Et il y a de la thermo. Voilà, la thermodynamique. Donc ça, c'était pour les matières du second quad. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, j'avance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc là, vous allez reprendre le 9 janvier. Vous finissez le 3 mai, il me semble. Et j'ai vu que vous avez presque un mois de révision. Et en fait, ce qui est bien pour le second semestre, si vous allez voir, je ne sais pas si vous avez vu le planning, mais il y a des jours où vous allez avoir un seul cours, voire 0 cours. Donc, vous avez beaucoup plus de temps libre que pour le premier quad. Parce qu'en fait, si par exemple, vous faites P11, P12,
les jours où à la fac, il y a SP13, SP14, vous êtes libre. Donc c'est bien. Même s'il y a plus de matière, vous allez avoir un peu plus de temps libre. Voilà. Voilà. Donc maintenant, pour l'aspect 12, donc là, on va faire les 2 premiers cours de morpho. On va surtout passer du temps sur le premier cours, parce que c'est le cours, je pense, où il y a le plus besoin d'explications, parce que vous allez voir que le cours 2 de morpho, c'est beaucoup de par cœur. En fait, c'est des listes à apprendre par cœur. Donc là, je ne peux pas trop vous aider. Mais d'ailleurs, je vais partager le document. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? J'ai revu? Oui. Ok, c'est bon. Donc, pour l'aspect 12, donc, alors, moi, j'avais fait SP11, P12, P13, parce que je ne savais pas trop si je voulais dentaire, médecine. Bon, je vous conseille de prendre quand même que 2 SP, mais parce que c'est un peu lourd. Enfin, nous aussi, c'est un peu particulier parce que le code avait été rallongé à cause du confinement, du Covid, tout ça. On avait eu 1 mois et demi de plus, donc entre guillemets, on pouvait se permettre de prendre une 3e SP. Mais bon, après, moi, je vous conseille pas trop, même si la SP 13, c'est une SP qui est plus légère que la 11 et la 12. Voilà, mais l'aspect 11 et l'aspect 2, elles demandent vraiment beaucoup, beaucoup de travail, enfin plus que l'aspect 13. C'est des matières qui sont vraiment lourdes. L'aspect 14, je n'ai pas fait, donc je ne sais pas. Mais voilà, donc pour l'aspect 12, je ne sais pas si j'ai juste le planning. Non. Ouais, je vais l'avoir dans l'ordi, mais on s'en fout. C'était juste pour vous dire que j'ai regardé un peu votre planning et vous voyez toujours mon écran, hein? Oui. Ok, super. Donc j'ai regardé votre planning et j'ai vu que j'ai regardé vos cours de morpho aussi du coup et j'ai vu que vos cours de morpho ont été énormément raccourcis. Donc style maintenant au lieu de faire 30 pages, ils font 10 pages, donc c'est une bonne nouvelle parce que la morpho c'était complètement indigeste. Donc maintenant la plus grosse partie de de l'aspect 12, c'est vraiment la partie tête et cou, la partie anatomie et c'est une grosse partie. C'est un peu comme le lieu 5 que vous aviez au premier quad, sauf que là, vraiment, c'est beaucoup plus lourd, c'est plus gros, il y a beaucoup plus de détails. On rentre vraiment, si vous avez un chapitre que sur le crâne, un chapitre entier que sur le crâne, un chapitre que sur la face, vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de détails à apprendre. Donc voilà, c'est des cours qui doivent être revus de nombreuses fois avant de les maîtriser. Donc je vous conseille, quand vous pourrez, de vous avancer à chaque fois, d'avoir au moins un cours d'avance en anat. Je pense que comme ça, si vous allez à la fac, vous n'êtes pas perdu. Parce que moi, je sais que quand j'allais à la fac en SP12, par exemple, j'avais toujours au moins un cours d'avance. Sinon, c'est compliqué de suivre si on n'a pas lu au moins une fois le cours. Donc voilà. Donc là, on va commencer par la morpho. Donc la morpho, donc je vous ai dit, c'est une matière qui traite de la formation des dents, des os du crâne, etc. D'accord? Et donc, c'est une matière, en fait, c'est beaucoup de par cœur. Donc, c'est une matière c'est un peu abstrait comme matière. On est à l'échelle de la cellule. Vous allez voir comment les cellules migrent pour former les dents et plein d'autres choses. Et c'est des cours vraiment où il faut passer du temps, qu'il faut connaître par cœur. Alors, je vais essayer de vous aider. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours bien comprendre ses cours avant de les apprendre. Mais là, pour la morpho, pour le coup, des fois, il y a des choses où il va y avoir des listes, des listes et des listes à apprendre par cœur. Et des fois, il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'explication. Donc voilà, c'est une matière qui est vraiment abstraite. Genre, vous voyez un petit peu, genre, on est vraiment à l'échelle. Bon, là, c'est l'introduction, mais on est vraiment à l'échelle de la cellule. Donc là, vous allez voir. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que vous n'avez pas fait l'embryo. Alors que nous, avant, on avait l'aspect 12 au second semestre et l'embryo au second semestre. Donc là, vous voyez ma souris? Là, si je la bouge, vous la voyez? Ouais, voilà. Oui. Donc là, en fait, ce que vous voyez, on va le voir après, mais c'est une coupe d'embryon. En fait, ça, c'est un embryon qui a un feuillet tridermique. Donc, vous ne savez pas ce que c'est, mais en fait, ça, vous le verrez en embryo, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu pour pas que ce soit abstrait tout le cours. Et voilà, donc du coup, la morpho, donc on va commencer. Donc, le premier cours s'appelle Origine et devenir des crêtes neurales. D'accord? Donc, on va voir tout ce qui est cellules des crêtes neurales. Bon, là, c'est une introduction.
qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, là, en fait, ce que vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, mais ça, c'est un embryon, d'accord? Donc là aussi, c'est un embryon, ok? Donc là, c'est la partie crâniale de l'embryon, c'est le crâne, en fait. Là, c'est la partie caudale, ok? Et là, ce que vous voyez, c'est le cœur, d'accord? Là, ce que vous voyez, c'est les arcs pharyngés. Donc, les arcs pharyngés, c'est... On a le deuxième cours de morpho qui est sur les arcs pharyngés. D'accord? Les arcs pharyngés, en fait, c'est une structure qui est transitoire, d'accord? C'est une structure, donc on a plus d'arcs pharyngés hein, quand on est adulte, c'est une structure qui apparaît au cours du développement de l'embryon. Et ces arcs pharyngés, ils apparaissent pour donner plein de structures au niveau du cou notamment, des muscles, des structures osseuses, des nerfs, on va le voir après. C'est une structure qui apparaît quand l'embryon il fait 5 mm. Comme ça, donc là, vous avez une coupe de l'embryon, la partie crâniale, les arcs pharyngés, le cœur, ok. Et ici, la partie caudale. Donc, c'est une vue latérale, en fait. Hein. Là, c'est pareil, ok. Voilà, avec la partie crâniale, la partie caudale ici. Et ici, on a ce qu'on appelle le tube neural. On va le voir après. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Les flèches rouges, donc les flèches rouges qu'on a là, sont la migration des cellules des crêtes neurales. On va voir après ce que c'est les crêtes neurales. Donc, juste retenez que là, on a le tube neural et on a des cellules, en fait, qui vont partir de ce tube neural et qui vont migrer. Donc, vous voyez les flèches, ça vous montre la migration. Donc, elles migrent, on vous dit, vers la partie antérieure du massif facial pour participer à la formation de nombreuses structures anatomiques. Okay. Bon, on vous dit là ce que je vous ai dit. Ici, on a le massif cardiaque et on a la partie antérieure du massif facial qui est repliée en fait sur le massif cardiaque. Et là, on a les arcs pharyngés, ça on l'a vu. Bon, voilà. Bon, là, vous le verrez dans le chapitre 4 de Morpho. Là, ce que vous voyez, c'est l'ouverture en fait de la. C'est le stomodéum en fait. C'est l'ouverture. Si vous voulez, c'est la cavité orale primitive. Bon, et après, vous verrez comment, dans le chapitre 4, comment se forme le palais, etc. Voilà. Donc là, rien d'important. Bon, ça, c'est une introduction. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regardais. Alors, ici, donc, on a une dent. Vous avez l'émail, la dentine. Vous vous rappelez, ça, vous avez vu un petit peu en UE5 que la couronne, c'est la partie visible de la dent. D'accord? Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la couronne. Et ce qu'on ne voit pas, donc, c'est la racine. La racine, c'est la partie invisible en bouche. Et donc ici, au niveau de la couronne, on a l'émail qui recouvre la dentine. En fait, dans le morpho, vous allez voir que chaque chapitre, donc par exemple, la dentine, c'est ce que vous avez ici. Et la dentine, c'est fabriqué par les odontoblastes. Et c'est le chapitre 6 qui vous montre comment est fabriquée la dentine dans la dent. L'émail, c'est fabriqué par les améloblastes. Et c'est dans le chapitre 8. Non, c'est chapitre 7, l'émail, et chapitre 6, la dentine, où vous voyez en fait, chaque chapitre ça montre la formation d'une partie de la dent. Et si vous avez la pulpe au centre et le sément, ici, au niveau de la racine, ça pareil, ça c'est sément, racine, c'est chapitre 8. Donc chaque chapitre pour une zone de la dent après. Bon, on vous dit l'émail est translucide, la dentine est plus jaunâtre. Bon, ça vous allez voir pourquoi en fait. Il y a une partie qui est très cristallisée, etc. Ça c'est un chapitre, c'est plus tard. Voilà. Donc ça, bon, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Hein. Regarde s'il n'y a pas de questions. Bon. Donc ça, on s'en fout. Et ça, par exemple, le dernier chapitre de Morpho, ça vous parle de l'éruption dentaire. Donc, vous voyez comment en fait les dents qui sont à la base à l'intérieur, comment est-ce qu'elles peuvent sortir en fait dans la cavité buccale. Ça c'est le dernier chapitre. Voilà. Bon, maintenant on passe vraiment on vous parle des cellules des crêtes neurales. On vous dit les cellules des crêtes neurales, CCN, sont à l'origine d'un essaimage cellulaire à travers tout l'embryon. Elles se fixent sur des zones de différenciation, principalement appelées placodes. Donc en fait, j'avance un petit peu pour que vous voyez. Donc les cellules des crêtes neurales, donc ici, donc elles sont là, on verra après. Ces cellules, elles vont migrer à travers tout l'embryon et elles vont se fixer sur des zones de différenciation qu'on appelle placodes. C'est ce que vous avez ici, les placodes. Donc, avant de continuer, je vais vous faire un petit rappel d'embryo. Alors, donc ici, ce que vous voyez, c'est une coupe en fait d'un embryon, je pense, entre la 3e et la 4e semaine.
vous avez en fait trois feuillets, d'accord? Donc ici, vous avez l'ectoblaste, d'accord? Ectoblaste ou ectoderme, c'est la même chose, vous allez voir les deux termes. Donc ici, vous avez l'ectoblaste ou ectoderme, c'est la même chose. Ici, vous avez le mésoderme. Et ici, en jaune, vous avez l'endoderme. Là, ce que je dis, ça ne vous dit rien. Enfin, dites-moi si vous avez eu des cours sur ça, mais je ne pense pas. Je regarde dans les discussions. Bon. En fait, à la base, donc ça, il faut imaginer que c'est une coupe transversale de l'embryon, d'accord? Mais à la base, l'embryon, en fait, c'est un disque didermique. Donc, je vais vous montrer un petit peu vite fait. L'embryon, à la base, vous allez voir en, en embryo qu'à la base, l'embryon, c'est un disque qui est formé de deux feuillets, d'accord? L'endoderme ici, enfin l'ectoderme ici et l'endoderme ici, d'accord? Mais à partir du 15e jour de vie embryonnaire, il va y avoir le troisième feuillet, le mésoderme, qui va se former à ce niveau-là, d'accord? Mais il faut imaginer qu'à la base, notre embryon, c'est un disque. Donc on a du mal à imaginer ça comme ça, mais c'est un disque, après ça va devenir. Et après, il va y avoir un troisième feuillet qui va arriver. Et après, avec le développement de l'embryon, les plicature, etc., l'embryon va finir par avoir cette forme-là. Okay, ici. Donc ça, à la fin, il va ressembler à ça, l'embryon. Mais au début, c'est un disque. D'accord? Vous allez voir ça en embryo. Voilà. Bon. Donc, du coup, là, on est après le 15e jour de vie embryonnaire parce qu'on a la gastrulation qui est formée. La gastrulation, en fait, c'est le phénomène qui se passe au 15e jour de vie embryonnaire qui permet de passer d'un disque, d'un embryon à deux feuillets. D'accord? On parle de disque didermique, un embryon à trois feuillets. Donc, ici, on a bien les trois feuillets. Donc, l'ectoderme ou ectoblaste ici, c'est le feuillet externe de l'embryon. De l'ectoderme, on a le système nerveux qui va dériver, notamment, on va le voir après, et la peau. D'accord? Notre peau, elle est formée à partir d'ectoderme, donc du feuillet externe. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, quand on a des atteintes, des maladies qui touchent en fait l'ectoderme, on va avoir des atteintes du système nerveux et de la peau. Donc ça, c'est le feuillet externe de l'embryon. Ici, on a le mésoderme. Le mésoderme, enfin, je vais commencer d'abord par l'endoderme. L'endoderme, vous voyez, c'est le feuillet le plus interne, d'accord? Donc l'endoderme, en fait, c'est ce qui donnera toutes les cavités, si vous voulez, les organes internes de l'organisme, donc les organes de l'appareil digestif, les glandes digestives, donc, voilà, donc tout ce qui est tube digestif, ça dérive de l'endoderme, d'accord? Et le mésoderme, ça va donner notamment les muscles, donc d'autres organes internes, mais pas les cavités vraiment internes comme l'appareil digestif, l'appareil respiratoire. Mais le mésoderme, par exemple, on a les muscles squelettiques qui vont dériver du mésoderme. Voilà, donc c'était pour les rappels d'embryo. Et ici, ce que vous avez, c'est la corde à ce niveau-là, ou la notocorde. D'accord? Ça fait partie du mésoderme, c'est une partie du mésoderme. Vous avez entendu déjà parler, quand on vous parle d'embranchement des cordées, genre ça, vous le verrez dans les cours du 10, dans les différents embranchements, en fait, les vertébrés, tout ça. Vous avez les cordées. Et pourquoi on appelle ça les cordées? Parce qu'ils ont la corde à ce niveau-là. La corde, c'est une structure embryonnaire. On n'a plus de corde. Enfin, ça ne correspond pas à un organe actuellement. Voilà. Donc, on va revenir au début. Donc, c'est bon. Donc, ça, tout ça, on l'a vu. Donc, les cellules des crêtes neurales, elles sont, donc ça, on l'a vu. On a dit qu'elles allaient se fixer sur des zones de différenciation appelées placodes. Et on a vu que c'était des zones au niveau de l'ectoblaste, d'accord, des zones d'épaississement, qui vont permettre en fait la différenciation de ces cellules des crêtes neurales. Donc on vous dit, les cellules des crêtes neurales, elles sont à l'origine de la mise en place de multiples organes, tissus, dont les dents. Voilà. Donc là, en fait, c'est un schéma pour vous montrer tout ce que les cellules des crêtes neurales vont donner. Donc il faut imaginer que ces cellules des crêtes neurales qui vont migrer, elles sont à l'origine de pratiquement tous les tissus de l'organisme. Donc, on vous dit le bec des oiseaux, leurs plumes, la coloration bleue des mandrilles, les plumes et les dents du dinosaure, le large crâne et les cornes osseuses du tricératops, etc., etc. On vous parle des pigments du poisson qui dérivent des cellules des crêtes neurales, le pelage, les longues vibrisses, les dents du lion, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ces cellules des crêtes neurales, elles sont à l'origine d'une grande diversité de futures cellules dans l'organisme.
Donc, elles vont se différencier en plein de types cellulaires. Voilà, donc on vous dit ici, donc, malgré une quasi-identité du développement initial, le polymorphisme est porté à un niveau très élevé de variété morphologique, donc ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Donc, ce qui met parfaitement en évidence la multipotentialité des cellules des crêtes neurales et la variété de gènes impliqués. Donc, ça pour vous dire qu'elles vont se différencier en plein de types cellulaires. Donc, toujours une diapo pour vous dire la même chose. Elles vont donner le système nerveux central, une grande partie des os du crâne, les cellules osseuses, les cellules cartilagineuses, la thyroïde, les mélanocytes de la peau, les poils, etc. Bon, c'est encore la même chose. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit de différent? Bon, on vous dit que elles vont donner tout le système nerveux central, une grande partie des os du crâne. Bon, la thyroïde, les mélanocytes, les poils. Mais voilà, il faut bien retenir, en fait, parce que chaque année, la même question, enfin, c'est tout le temps la même question pour le premier cours. On va vous dire, les cellules des crêtes neurales donnent 2 points. Et vous allez avoir la thyroïde, les mélanocytes, l'émail, l'épithélium pigmentaire de la rétine, etc. Il va falloir cocher ce qu'elles donnent. En fait, plutôt que d'apprendre toutes les listes de ce que ça donne, les cellules des crêtes neurales, vous retenez juste qu'elles ne donnent pas l'émail, qu'elles ne donnent pas l'os occipital et la partie postérieure du sphénoïde, et qu'elles ne donnent pas l'épithélium pigmentaire de la rétine. C'est tout ce qu'elles ne donnent pas. Donc là, mais on va vous le dire au fur et à mesure des cours. Et il faut juste retenir ce qu'elles ne donnent pas. Et en gros, ce qu'elles ne donnent pas, vous ne le cochez pas. Hein, et c'est tout. Donc, du coup, là, on vous dit que les cellules des crêtes neurales, elles donnent une grande partie du système dentaire. Donc, l'os alvéolaire, le parodonte, les dents, sauf l'émail qui est d'origine ectodermique. Donc, en fait, l'émail est d'une origine épithéliale ou ectodermique. Ça dérive en fait de l'épithélium dentaire interne, vous le verrez dans le chapitre 7, mais du coup, ça ne dérive pas des cellules des crêtes neurales. Donc, ça, c'est bien à retenir. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit Donc, ça, ce que vous voyez ici, c'est le tube neural, on va le voir après. Donc, pendant la période embryonnaire, les futures crêtes neurales commencent à s'individualiser au sommet d'un léger soulèvement en forme de raquette. Donc, l'ensemble dessine la plaque neurale avec les contours du futur tube neural. Donc, ça, je vous ai expliqué ça aussi. En fait, ça, vous comprenez bien quand vous avez fait l'embryo. En gros, on a dit, ici, vous vous rappelez, on a l'ectoderme ici, on a le mésoderme ici et l'endoderme ici. Donc, ça, c'est une coupe transversale, en fait, on a dit de l'embryon. Ici, ça c'est la partie dorsale de l'embryon, d'accord? C'est la partie externe. Et ici, c'est la partie interne de l'embryon. Donc ici, on a l'ectoderme. Et ici, cette partie au centre, c'est la plaque neurale. Ça fait partie du neurectoderme. Donc ça, ce que vous avez ici au centre, c'est ce qui va donner le tube neural, d'accord? En fait, donc je vais faire un petit dessin si j'ai de la place. En gros, on vous explique en embryo que ici, vous avez l'ectoderme, d'accord? Ici, vous avez la corde, je la fais en rose parce que le mésoderme, il est fait en rose. Ici, vous avez la corde et on vous explique en embryo que la corde, elle va envoyer des inductions au niveau de l'ectoderme, donc du neurectoderme. Elle va envoyer des inductions comme ça au niveau de l'ectoderme. Et en gros, cet ectoderme, il va se différencier du coup en tube neural, d'accord? Donc au début, donc, en fait, on vous dit en embryo qu'ils s'envoient des inductions réciproques. Donc en fait, ils vont communiquer. Donc la corde et l'ectoderme, ils communiquent. On va commencer. Bon, je voulais du bleu. Donc l'ectoderme, il va commencer un petit peu à se creuser comme ça. C'est ce que vous avez là. Donc ici, la corde, elle envoie des inductions à l'ectoderme. Il commence à se creuser. Donc là, c'est ce qu'on appelle la gouttière neurale, d'accord? Bon, on ne vous montre pas la partie plaque neurale. Mais en gros, quand c'est plat comme ça, on va dire c'est la plaque neurale. Ensuite, quand l'ectoderme il commence à se creuser comme ça, on parle de gouttière neurale, d'accord? Ça forme une gouttière. L'arrivée, on va avoir carrément, quand on arrive sur ça, okay, et après, carrément, on aura du tube neural. D'accord? Donc ici, on est au stade de plaque neurale, ici de gouttière
neural. Et ici, on a le tube neural. D'accord? Ça forme un tube. Donc, c'est ce que vous avez là. Ici, donc, vous voyez ici, gouttière neurale. Ici, on est encore dans la gouttière neurale. Ici, on a le tube neural. D'accord? Le tube neural, ça va être à l'origine du système nerveux. D'accord? En fait, on vous dit que c'est le futur canal de l'épendyme. Donc, vous vous rappelez, canal de l'épendyme, là où circule le LCR, tout ça. Voilà. Donc, ici, donc, on va avoir formation du tube neural. D'accord? Et je vous avais dit tout à l'heure que l'ectoderme, c'était à l'origine de la peau et du système nerveux. D'accord? Donc, l'ectoderme va bien donner le tube neural. Voilà. Bon, on va revenir après sur ça, sur ces histoires de neuropores. On va d'abord continuer, après on revient. Donc, on vous dit, l'ébauche du système nerveux se forme dans la région dorsale de l'embryon. Donc, c'est bien ici la région dorsale, ici. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Hein. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas. Donc, vous m'arrêtez sinon. Ok, donc l'épaississement épithélial neurectodermique en forme de raquette dessine la plaque neurale bordée par un renflement, les bourrelets neuraux, futures crêtes neurales. Donc, ici, c'est ce qu'on a dit. Donc vous avez donc l'épaississement épithélial neurectodermique, c'est ça ici. Donc en forme de raquette, ça dessine la plaque neurale. Et cette plaque neurale, elle est bordée, si vous voulez, par des renflements ici. Ces renflements ou bourrelets neuraux, ou bien crêtes neurales, c'est la même chose. Donc ici, depuis tout à l'heure, on vous parle des cellules des crêtes neurales. Et les crêtes neurales, c'est ça, d'accord? C'est les bourrelets neuraux. Ici, qui sont de chaque côté, si vous voulez, de la gouttière neurale. Donc ça, c'est bourrelets, on les appelle crêtes neurales. Les cellules des crêtes neurales, elles sont issues de ces bourrelets. Et en fait, les cellules que vous voyez qui migrent, bah, c'est les cellules des crêtes neurales. Voilà. Donc, ces bourrelets se soulèvent et se rapprochent du plan médian, donc le plan médian qui serait là. Donc, ça forme la gouttière neurale, on l'a vu, et ils se soudent au milieu pour former le tube neural. Donc, ici, voilà, quand la gouttière neurale, elle est soudée, on a le tube neural. OK. Ça, c'est bon. Bon, et en fait, ça, il faut que je vous ai dit, c'était une coupe transversale de l'embryon. D'accord? En fait, on a, si vous voulez, on a un tube comme ça, un tube neural. Ça, c'est le tube neural. Et comme on vous a fait une coupe comme ça, ben on voit une partie sectionnée, si vous voulez. Le tube neural, il ressemble à ça. D'accord? Et ce tube neural, il va se fermer. D'accord? Donc, au fur et à mesure, il va se fermer. Il commence à se fermer au niveau de sa partie médiane, comme ça. Et ça va remonter. Donc, imaginez que ça commence ici, à se fermer. Ça commence au niveau de la partie médiane. Et après, ça va progresser au niveau des deux extrémités, d'accord? Mais du coup, la partie centrale, si vous voulez, elle va être fermée avant la partie crâniale et la partie caudale, d'accord? Du coup, on va avoir des pores, des trous, si vous voulez, au niveau de la partie crâniale et au niveau de la partie caudale du tube neural. C'est ce qu'on appelle les neuropores, d'accord? Voilà, donc quand on vous parle de neuropores, c'est ça. Et on vous en parlait au tout début. Ici, non, je ne sais plus où c'était. Voilà. Donc on vous dit, mais bon, je ne vois pas l'intérêt de vous en parler maintenant alors qu'on ne vous a pas encore expliqué ce que c'était que le tube neural. Donc du coup, on vous disait, donc on a un neuropore antérieur dans la région céphalique et un neuropore caudal. Donc ici, en fait, ce que vous voyez, c'est le tube neural comme ça. Il faut imaginer qu'à la partie antérieure, il n'est pas encore fermé. Voilà. Ça va trop vite, vous me dites, hein. Bon, du coup, ça c'est bon. Ok. Donc, et en fait, c'est neuropores antérieur et postérieur. Je ne sais plus si on vous le dit dans ce cours-là, mais enfin, non, on nous le disait. Ils ne vont pas se fermer au même moment. Enfin, bon, nous, il fallait retenir les jours et tout, mais je crois que ça y est plus, donc tant mieux. Bon, au cas où, retenez qu'ils ne se ferment pas, le neuropore crânial et le neuropore caudal, ils ne se ferment pas tous les deux le même jour. Au cas où, style, je crois que c'est, je sais pas si c'est le neuropore antérieur ou
postérieure qui se ferme le plus rapidement. De toute façon, tout ça, vous le verrez en embryo. Là, du coup, ça y est plus. Alors, au jour 21, chez l'homme, donc on vous dit ça on vous l'a dit, donc ça, tout ça, c'est bon. Les bords latéraux, donc on vous a dit, commencent à fusionner. Et en fait, l'ectoderme, donc, parce qu'en fait, vous êtes d'accord que ça, c'est de l'ectoderme, en fait. Hein. Tout ça, c'est de l'ectoderme. Donc, le tube neural, c'est quoi? C'est de l'ectoderme. Donc, l'ectoderme, donc, qui forme le tube neural, il glisse dans la partie médiane de l'embryon. Donc, il glisse à ce niveau-là. Ça glisse, d'accord? Donc, voilà. Et au-dessus du tube neural qui se ferme, cet ectoderme le recouvre, d'accord? Donc, le tube neural, il s'est fermé et il y a de l'ectoderme qui recouvre le tube neural. Et on nous disait, nous, c'était une couche monocellulaire d'ectoderme qui recouvrait le tube neural. Donc, vous voyez, chaque fois, il y a une cellule. OK, mais je crois que c'est marqué encore. Ouais, une pellicule ectodermique monocellulaire. OK, donc le tube neural, il a glissé et il est recouvert par de l'ectoderme. Voilà. Donc, cette étape de fermeture de la gouttière neurale qui devient alors le canal de l'épendyme. Donc, ça, le tube neural, ça va donner le canal de l'épendyme. On vous dit, ça marque le début de l'organogénèse, donc de la formation des organes, qui commence par la mise en place par vagues successives ou de flux constants de cellules migratrices issues de la face dorsale du tube neural. Donc, en fait, c'est pour vous dire quoi? Que ici, on avait dit qu'au niveau des bourrelets neuraux, on a les cellules des crêtes neurales, d'accord? Et quand, donc, du coup, ce tube va se fermer, on va avoir les cellules des crêtes neurales qui vont migrer, d'accord? Et ces cellules qui vont migrer, ça va permettre la formation de divers organes, d'accord? C'est ce qu'on vous disait là, en fait. Donc, des vagues successives, un flux constant de cellules migratrices, c'est les cellules des crêtes neurales qui migrent, d'accord? Et qui étaient issues de la face, ici, dorsale du tube neural. Voilà, on vous reparle des cellules des crêtes neurales, on vous dit, ce sont les cellules organisatrices de la diversité tissulaire. On l'avait vu tout à l'heure en introduction, que ça donnait plein de tissus différents. Donc, cette fermeture de la gouttière neurale a un rôle morphogénique en produisant un gradient morphogénique dû à la BMP, produite par l'ectoderme, et des molécules antagonistes de la BMP, produites surtout par la notocorde ou corde, et une partie du mésoderme somatique. Donc, en gros, c'est pour nous, dans mon poly, parce que j'ai le poly pas loin au cas où j'avais des trucs à vous dire, mais en fait, on avait un schéma, nous, pour nous dire, en gros, ici, l'ectoderme, ça produit un gradient de BMP. Donc, cette zone-là, elle produit un gradient des BMP, c'est des molécules, si vous voulez, c'est dans la impliqué dans la différenciation. Donc, voilà, c'est bonne morphogénique protéine. Et en fait, donc, l'ectoderme, il va produire des BMP. Donc, nous, on avait un schéma comme ça avec un triangle, un gradient de BMP. Ici, c'était marqué BMP. Et après, on avait un triangle inversé, en gros. Comme ça. Pour en fait nous dire qu'on avait des antagonistes de la BMP. Je crois que vous n'avez plus à les retenir. Donc, tant mieux. Mais donc vous avez juste à retenir qu'il y a des molécules antagonistes de la BMP, mais vous n'avez pas à retenir leur nom. Et ces molécules antagonistes de la BMP, elles sont produites par la notocorde, ou corde, c'est la même chose ici, et une partie du mésoderme somitique. On ne savait pas encore ce que c'est les somites, vous le verrez. Mais bon, tout ça, en gros, la corde ici et les somites ici, retenez que c'est du mésoderme, en fait. Vous vous rappelez, c'est le feuillet intermédiaire qui est à ce niveau-là. Donc voilà, donc le mésoderme, si vous voulez, ça produit des antagonistes de la BMP, tandis que l'ectoderme produit des BMP. Et en gros, tout ça, ces molécules, ça va permettre la diversité tissulaire, voilà. Donc la différenciation des cellules, tout ça. Voilà. Okay. Juste quand tu dis tout ça, c'est le BMP? BMP, pour moi, est aussi antagoniste des BMP. Les deux. Ouais. Ah, merci. De rien. Voilà. Donc ensuite, on vous dit quoi? Les cellules des crêtes neurales sont des cellules à la jonction du tube neural, ça on avait vu, qui vont migrer en direction ventrale et s'insinuer entre
Donc, vous voyez elles étaient la partie dorsale, elles migrent en situation ventrale, d'accord? Je vous rappelle qu'ici, c'est la partie dorsale, ici, la partie ventrale. Et elles vont migrer, d'accord, en partie ventrale. Elles vont s'insinuer, vous voyez bien sur les schémas, entre les placodes et les somites ici, et entre les somites ici et la corde ici, d'accord? C'est ce qu'on vous disait. Elles s'insinuent entre les somites et l'ectoderme, les somites et la corde. Voilà, et ces cellules, on vous dit, présentent des capacités migratoires importantes, ça on l'a vu, et puisqu'elles migrent dans tout l'embryon, et une grande diversité phénotypique terminale, on l'a vu, parce qu'elles vont donner une grande diversité de tissus. Voilà, donc on vous dit, elles migrent vers des zones de différenciation qui s'appellent les placodes, c'est ce qu'on a là, c'est des épaississements de l'ectoderme. Ok, donc tout ça, c'est bon. Ok, bon, alors maintenant, ces cellules, pour migrer, donc à la base, vous vous rappelez, elles sont au niveau de l'ectoderme, et on nous dit qu'elles vont migrer, d'accord, en situation ventrale. Bon, on vous décrit 4 étapes, 4 grandes étapes qui vous décrivent en fait cette migration des cellules des crêtes neurales. Donc, on vous parle d'une transition épithélio-mésenchymateuse. Alors, vous n'avez pas fait encore d'histologie, mais en gros, quand on a un tissu, on a une partie épithéliale et une partie, si vous voulez, conjonctive. Donc ça, vous allez le voir. Donc, ça serait long de tout redétailler. Mais en gros, là, l'ectoderme, si vous voulez, c'est comme un épithélium. D'accord? Bon, vous n'avez pas encore fait. Mais en gros, ça, c'est un épithélium. Et le mésoderme, c'est plutôt... le mésoderme, en fait, c'est un tissu de soutien, si vous voulez. Ça va donner, en fait, le mésenchyme, qui est un tissu conjonctif, un tissu de soutien, si vous voulez. Mais du coup, en gros, dans un tissu, on a 2 parties. Une partie épithéliale et une partie conjonctive. Mais ça, vous allez avoir, vous avez carrément en histologie un chapitre qui s'appelle tissu épithéliaux, un chapitre qui s'appelle tissu conjonctif. Mais bon, tout ça pour vous dire que là, les cellules qui étaient sur l'ectoderme, pour migrer dans le mésoderme, parce que ce n'est pas le même type de tissu, si vous voulez, elles vont devoir se modifier. D'accord? Donc, il va y avoir une transition épithélio-mésenchymateuse. D'accord? Voilà, donc elles vont passer du phénotype, si vous voulez, épithélial au phénotype mésenchymateux. Donc ça, on va le voir. Donc d'abord, la première étape, c'est ça, c'est une transition épithélio-mésenchymateuse. Ensuite, elles vont migrer, d'accord? Donc deuxième étape, c'est migration. Ensuite, elles vont s'agréger, d'accord? Notamment sur les placodes. On avait vu qu'elles migraient en direction des placodes. Et ensuite, elles vont se différencier, on vous dit. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit là? Après la transition épithélio-mésenchymateuse et un certain temps de multiplication, les CCN migrent vers des tissus très variés, mais souvent très peu celluleux. Bon, ça, on s'en fout. Bon, et on vous dit, elles gagnent par guidage sélectif des zones de différenciation qu'elles reconnaissent par compatibilité tissulaire. Donc ça, c'est pareil, on avait toute une partie à apprendre sur toutes les molécules, mais je crois que ça a été retiré, donc tant mieux. Mais au final, tout ça pour vous dire que les cellules, elles vont migrer vers des zones de différenciation. Et il va y avoir un guidage moléculaire, d'accord? C'est ce que ça vous dit là. Il va y avoir, si vous voulez, il va y avoir une communication entre les cellules pour savoir en gros où est-ce qu'elles vont s'agréger, si vous voulez. Donc là, on vous met juste à l'aide d'intégrine et du couple F-éphrine. Bon, voilà. Bon, et ça, on l'a vu, les placodes, c'est des amas cellulaires à potentialité différenciatrice. Donc, retenez bien qu'il y a 4 étapes, d'accord? Je crois que vous avez fait le piège, le prof. Transition, mésenchymo, épithéliale. Enfin, bon, il faut bien connaître. Alors, je ne vous ai pas dit. En fait, la morpho, finalement, il n'y a presque pas... Bon, c'est bien qu'on le détaille, le cours, je pense, comme ça, vous allez mieux le retenir. Mais c'est beaucoup de par cœur. Et limite, dans les questions du concours, il n'y a pas trop de réflexion. C'est vraiment que des questions de par cœur. Par exemple, bon, il y a un piège très connu au concours. En fait, là, ça a été retiré. D'ailleurs, quand vous faites les annales, il y a des questions que vous n'arrivez pas à répondre, ne vous affolez pas, c'est sûrement que ça ne suit plus au programme. Parce que là, j'ai le poly, j'ai mes cours sous les yeux. Il y a énormément de parties qui ont été retirées. Donc, mais tout ça pour vous dire qu'au concours, il y a un item qui est très connu, tout le monde parle que de cet item, où en fait, c'était... En fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des listes de molécules à retenir. En fait, c'est ici, notamment.
Quand on nous parle du phénotype épithélial, on nous parle de différentes molécules, fibronectine, vitronectine. On avait des molécules à retenir. Et au concours, le prof, au lieu de faire tomber vitronectine, il a marqué vibronectine. Donc ça veut dire qu'il a changé juste une lettre et du coup l'item était faux. Et en morpho, c'est beaucoup ça. On va changer une lettre, on va changer un mot. C'est vraiment du par cœur bête et méchant, quoi. Il ne vous demandera pas des questions de réflexion sur la formation des cellules. C'est vraiment, il faut connaître par cœur ses cours au mot près. C'est que des questions comme ça où il y a des listes à apprendre, il vous demande d'énumérer les listes. Il va changer. Si par exemple, on va voir après pour le second chapitre où c'est beaucoup, beaucoup de par cœur, vous allez avoir des listes en fait pour chaque arc pharyngé. Vous allez avoir plein de choses à retenir par cœur, vous allez le voir. Et en fait, il va vous dire que telle structure a été formée par le premier arc pharyngé, c'est faux, c'est le deuxième arc pharyngé. Enfin, c'est beaucoup de par cœur comme ça. Il faut bien connaître ses cours, mais au final, c'est pas des questions compliquées ou des questions. C'est pas trop il n'y a pas trop de réflexion en morpho. Voilà. Donc, du coup, tout ça pour dire, on revient sur les cellules des crêtes neurales. Donc, il y a 4 étapes: transition épithéliome-mésenchymateuse, migration, agrégation et différenciation. D'accord? Et en fait, ensuite, on vous détaille la première grande partie, si vous voulez. La première grande partie, c'était transition épithéliome-mésenchymateuse. Et on va vous décrire, si vous voulez, les 4 sous-étapes de la première partie. Donc, on vous dit, dans la transition épithéliome-mésenchymateuse, la première étape, c'est la maturation. Donc, les cellules des crêtes neurales, elles vont maturer. Donc, c'est pour passer, on l'a dit déjà, du phénotype épithélial au phénotype mésenchymateux. D'accord? Elles vont changer de phénotype elles vont avoir un phénotype, si vous voulez, semblable au mésoderme avant de migrer. Voilà. Donc, c'était dans les molécules d'adhésion, en fait, on avait des molécules à retenir et le prof, il nous changeait une lettre. Mais il peut toujours vous le faire avec d'autres choses qui sont encore dans le cours, quoi. C'est ce type de questions-là. Donc, cette transition, elle peut être réversible. En ce qui concerne les cellules des crêtes neurales, cette transition se fait sous l'influence de gènes portés par les cellules non migratrices de la plaque neurale. Moi, ce n'est pas très important. Il vous reste un antagoniste, Noggin. Donc ça, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait des BMP, des molécules BMP qui étaient produites par l'ectoderme et des anti-BMP, des antagonistes des BMP. Et vous avez Noggin, qui est un antagoniste des BMP. Voilà, donc ici, vous avez les 4 sous-étapes de la grande étape. On vous dit, la première sous-étape, c'est la maturation. Ensuite, perte de l'adhésion cellulaire. C'est logique parce que, pour que les cellules, parce que là, imaginez qu'il y a des jonctions entre les cellules, d'accord? Entre les cellules de l'ectoderme, si vous voulez, il y a des jonctions, je ne sais pas lesquelles, on ne nous explique pas quel type de jonction, mais on a des jonctions entre les cellules et pour qu'elles puissent migrer, il faut qu'elles perdent ces jonctions pour qu'elles puissent migrer. Donc, perte de l'adhésion cellulaire, ensuite transformation morphologique, d'accord, et migration. Donc, une fois qu'elles ont eu ces 3 sous-étapes, elles vont enfin pouvoir migrer, d'accord? Donc, il faut qu'elles perdent l'adhésion, il faut qu'elles perdent leur jonction, d'accord, pour pouvoir migrer. Il faut, on a dit, qu'elles se transforment morphologiquement, donc sûrement pour qu'elles ressemblent aux cellules du mésoderme, d'accord? Et vous voyez que la deuxième grande étape, donc ici la migration, ça correspond à la 4e sous-étape, si vous voulez, de la grande étape. Donc en fait, c'est la même chose. En fait, la dernière étape parmi la première étape, si vous voulez, ça correspond à la 2e, ici, grande étape. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en gros, tout ça pour dire, c'est la même chose. La migration, soit on considère que c'est la 2e étape, comme ça, ici, parmi les grandes actions dans la migration des cellules des crêtes neurales, soit on considère que c'est la 4e étape de la transition épithéliome-mésenchymateuse. Donc voilà. Excuse-moi, mais Ouais. l'endoderme, du coup, il sert à rien. Il n'a aucune action. Il sert pour plein de choses dans l'organisme, mais en tout cas, là, on ne vous en parle pas trop dans la migration. Ok. L'endoderme, ça va donner toutes les cavités de l'organisme, tout ce qui est intestin, glande intestinale, tout ça, c'est issu du mésoderme, de l'endoderme. Mais la gouttière et le tube neural Non, et tout, la gouttière, c'est ça, c'est que de l'ectoderme. Ouais, c'est l'ectoderme qui s'invagine.
Voilà, donc j'aurais dû vous mettre des annales. J'ai pas pensé à vous mettre les annales du premier chapitre. Je regarde si je les ai pas là. Ah ouais, j'en ai sous les yeux. Bon, je vais vous dire un petit peu les items après qui tombent. On le fera quand on a fini le cours. Donc, la migration. Donc, quand je vous dis, bon, ça sert à rien, c'est jamais tombé, mais on le lit vite fait. Donc, ça, ici, c'est toujours pareil, c'est notre embryon à la 5e semaine. Bon, prosencéphale, mesencéphale, tout ça, en fait, ça, c'est le tube neural, d'accord? Ça, c'est la partie crâniale du tube neural, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous décrit un petit peu, on vous dit les cellules se dirigent principalement des arcs pharyngés à partir du prosencéphale pour les placodes nasales, puis vers le premier arc pharyngé à partir du mésencéphale et des rhombomères 1 et 2. Ça, vous le voyez un petit peu. Donc, les cellules, on vous met en pointillé, c'est le trajet des cellules. Donc, elles partent du prosencéphale, elles viennent au niveau des placodes nasales. Elles partent du mésencéphale, elles vont dans le premier arc pharyngé. Au niveau des rhombomères 1 et 2, elles migrent dans le premier et le deuxième arc pharyngé. En fait, on vous décrit le schéma ici. Donc, en fait, vous avez... Bref, en fait, là, on vous met quelques phrases. Donc, moi, je les avais retenues. Retenez pas tout le schéma, juste retenez que à partir du prosencéphale, ici, ça migre vers les placodes nasales. Et en gros, pour les rhombomères 1 et 2, ici, ça migre vers le premier arc pharyngé. C'est juste pour vous dire qu'en fait, ces phrases-là, vous les retrouvez en quelque sorte sur ce schéma. Et ici, ce que vous voyez, donc ici, on a les rhombomères 1 et 2. Et vous voyez, ici, on aurait le rhombomère 3, rhombomère 4, et ici, rhombomère 5. Et rhombomère 3 et 5, vous voyez, ils sont blancs, ils ne produisent pas de cellules. Et c'est ce qu'on vous met là. Les rhombomères 3 et 5 ne produisent pas de cellules migrantes. Les cellules de leur crête neurale subissent pour des raisons inconnues une apoptose, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'apoptose. Ben ça, c'est une mort cellulaire programmée. Vous allez le voir beaucoup en bio-C, l'apoptose, la nécrose, tout ça. Vous allez beaucoup... On doit le savoir, ça, ou on s'en fout Mais un peu? ça, retiens-le quand même. Enfin, moi, en fait, je vous conseille de tout retenir quoi, pour la morpho. Tout ce qu'il y a, il faut le retenir parce que tout est susceptible de tomber, quoi. Voilà. Bon, c'est pas hyper... moi, c'est jamais tombé. Et pour le coup, pour le premier chapitre, ce qui tombe, c'est toujours la même chose. Mais dans le doute, il y a 3 phrases, moi, je vous conseille de le retenir, on ne sait jamais. Mais bon, il y a peu de chance, mais on ne sait jamais. On vous dit cette mort par apoptose est un fait embryonnaire très répandu. Bon, ça, c'est pareil, ça ne tombera jamais au concours, mais bon, c'est drôle à retenir. L'exemple le plus spectaculaire est que nos mains se forment comme des palmes, en fait, et que les cellules de la membrane interdigitée régressent ensuite par apoptose. Tout ça pour vous dire que l'apoptose est un phénomène très répandu dans le développement de l'embryon. Donc, à la base, on avait des palmes, et en fait, on a eu une apoptose des cellules de la membrane interdigitée qui a pu... ce qui a permis de former en fait chaque doigt individuellement. Mais de toute façon, en bio-C aussi, vous allez revoir que l'apoptose, dans le premier chapitre de bio-C, c'est un phénomène très important en fait, parce qu'à la base, on avait trop de cellules nerveuses, trop de cellules qui sont formées, et ensuite, il y a une apoptose qui permet d'éviter d'avoir un trop grand nombre de cellules. Donc ça, vous le reverrez en bio-C. Bon, c'est pas très important, retenez juste voilà, que rhombomères 3 et 5, ici, ne forment pas de cellules. C'est tout. Voilà, donc les CCN, elles fournissent les tissus du crâne, de la face, la partie antérieure du cou. Bon, elles forment la quasi-totalité en fait de l'organisme, j'ai envie de dire. Enfin, il y a énormément de tissus qui sont formés par les cellules des crêtes neurales. Donc, elles vont migrer. Vous vous rappelez, on a vu qu'elles migraient dans tout l'organisme et elles vont se différencier en plein de tissus possibles. Et voilà, on vous dit ici, donc elles forment la quasi-totalité du massif osseux crânien, sauf l'os occipital et la partie postérieure du sphénoïde qui dérive du mésoderme, donc paraxial. Donc retenez bien qu'en fait, qu'elles vont tout donner, sauf l'émail, l'os occipital et la partie postérieure du sphénoïde. Et là, ça a été enlevé. Mais nous, on avait aussi l'épithélium pigmentaire de la rétine. Donc ça y est pas, donc vous n'allez pas le retenir, mais c'est possible qu'ils le rajoutent cette année, on ne sait jamais. C'est ceux qui sont dans le bourrelet, c'est ça? Les Comment? CCN. Les CCN, c'est ceux qui sont dans le bourrelet?
Exactement, ouais, les CCN à la base, elles étaient là. En fait, les CCN, ce que vous voyez, c'est les cellules rouges qui sont ici, en fait, hein. Donc, elles étaient dans le bourrelet ici. Et quand le tube neural il se forme, ici le tube neural il s'est formé, on a les CCN qui vont migrer. Donc, c'est ça les CCN, hein. C'est les cellules migratrices. Ça. Voilà. Donc, on a presque fini pour ce cours. Donc bon, ça, c'est encore des listes pour vous dire que les cellules des crêtes neurales, elles donnent tout, pratiquement. Donc, neurones, cellules gliales, cellules de Schwann, ganglion crânien, donc tout, en fait. Tout sauf l'émail, on a dit, l'os occipital et l'épithélium pigmentaire de la rétine. Voilà, donc ce cours est fini. J'espère que c'était... Enfin, j'imagine que c'est un peu dur parce que c'est le premier cours de morpho. Vous n'avez pas fait de biologie cellulaire, vous n'avez pas fait d'embryo, vous n'avez pas fait tout ça. Nous, on avait fait tout ce qui était embryologie, histologie. Tout ça, on l'avait fait. Donc, c'est vrai que on savait ce que c'était tout ce qui était adhésion cellulaire, épithélium, tissu conjonctif. Tout ça, c'est sûr, c'est nouveau pour vous. Donc, si vous avez un peu de mal, c'est normal. Juste, je vais vous montrer un petit peu les annales. Je vais vous dire un petit peu le type d'annales qui tombe. Donc, par exemple, en 2015, bon, là, ça ne sert à rien de la faire parce que c'est tout ce qu'il y a dans l'annale, c'est pratiquement tout au programme. C'est juste pour vous dire le type de questions que le prof pose au concours. C'est des questions un peu, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Bon, il nous disait par exemple, la fibronectine est caractéristique du type épithélial. Vous ne savez pas parce que c'est au programme, mais c'est du type mésenchymateux, mais c'était bien catégorisé. On avait 2 listes. Si vous voulez, il avait échangé de listes. Donc, c'était que des questions comme ça. La vimentine est caractéristique du type épithélial, c'est faux, c'est mésenchymateux. Voilà. Et après, il y avait des noms de molécules, et ça, c'était vrai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, une question qui retombe beaucoup, par exemple, qui est tombée en 2011 et qui est retombée en 2012 à l'identique et qui est retombée aussi plus tard. On vous disait, les tissus de la face dérivent des cellules des crêtes neurales. C'est vrai ou c'est faux? Vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Les tissus de la face, ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai, les tissus de la face dérivent des crêtes neurales, les cellules des crêtes neurales. De toute façon, pratiquement tout dérive des cellules des crêtes neurales. Ensuite, on vous disait, l'os occipital dérive des cellules des crêtes neurales. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Ensuite, on vous disait, la cornée dérive des cellules des crêtes neurales. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, ça aussi. Alors, ça, c'est vrai. En fait, Là, tu avais dit que la rétine, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'épithélium pigmentaire de la rétine. Et ça, vous allez le voir aussi. Mais en fait, la rétine, c'est un tissu qui est dans la partie postérieure de l'œil, alors que la cornée, c'est antérieure. Mais il avait fait exprès, justement, pour nous piéger, pour que certains l'ont mis faux. Hein. Ils se sont dit, les cellules des crêtes neurales ne forment pas les tissus de l'œil. Mais en fait, si vous voulez, pratiquement tout est tissu des cellules des crêtes neurales, sauf l'épithélium de la rétine. Mais là, il a mis la cornée, du coup. Mais ça aussi, d'ailleurs, en SP12, vous allez avoir, en SP12 ANAT, hein, vous allez voir un cours entier sur l'orbite et sur l'œil, où vous allez voir tous les tissus de formation de l'œil, toute l'anatomie de l'orbite, les nerfs, tout ça. Donc, après, il n'y aura plus de soucis avec tous les tissus de l'œil. Ensuite, item B, c'était les glandes salivaires dérivent des cellules des crêtes neurales. C'est vrai ou c'est faux, vous pensez? Les glandes salivaires. C'est vrai, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et item E, c'était l'émail dentaire dérive des cellules des crêtes neurales. C'est faux, ça. Ça, c'est faux, voilà, ça, c'est faux. Non. Vous retenez bien, émail. Mais vraiment, pour le concours, pour le chapitre 1, c'est pratiquement que ça qui tombe. Après, en 2014, il y avait une question sur les BMP et les antagonistes des BMP. On vous disait les protéines BMP. Qu'est-ce qu'on nous disait? Donc, par exemple, on nous disait les antagonistes. Alors, est-ce que vous arrivez à répondre ou pas? Les antagonistes des BMP sont produites en situation ventrale. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, ça. C'est vrai. Antagoniste, ouais, c'est vrai. C'est ça. En fait, en gros, ici, ça, c'est la partie dorsale. Donc, c'est l'ectoderme. On a la partie dorsale. Ça produit les BMP, tandis que le mésoderme, il produit les antagonistes des BMP. Donc, du coup, c'était vrai.
les antagonistes des BMP sont produits en situation ventrale. Ensuite, on nous disait le mésoderme produit les antagonistes des BMP. C'est vrai ou c'est faux? Tu as bugué, on n'a pas entendu. Ah, pardon. Le mésoderme produit des antagonistes des BMP. C'est faux, c'est l'endoderme. Oui. Ah, Moi, je Alors dis oui. non, c'est Moi, vrai, je c'est le dis vrai. mésoderme. Ce que vous vous rappelez, c'est le mésoderme ici. L'endoderme, il Et sert à la rien. corde, l'endoderme, ouais, il sert un peu à rien. Enfin, en tout cas, dans ce cours-là. Donc voilà, c'est bien le mésoderme qui produit les antagonistes des BMP. Et du coup, on nous disait la corde produit les antagonistes des BMP. C'est vrai ou c'est faux? Ça, je sais pas, je l'avais entendu, mais j'aurais dit faux. Bah non, la corde. la corde, c'est vrai parce qu'en fait, le mésoderme, c'est formé, c'est tout ce qui est en rose. Donc, c'est la corde, les somites ici, tout ça, ça fait partie du mésoderme. Et Mais vu du que le coup, c'est quoi la mésoderme, corde? la corde, c'est ça. Du coup, c'est le mésoderme. Ouais, et du coup, c'est vrai. C'est quoi la différence entre mésoderme et corde? Bah, c'est la même chose, mais il a mis deux items différents, en gros, pour. Ah, donc Enfin, c'est si tu veux. synonyme. Ouais, voilà. En fait, la corde, ça fait partie du mésoderme. C'est une structure. Il Ah, fait ok. partie. Le mésoderme, Partie c'est tout un intégrante tissu. du mésoderme. Voilà, en fait, dans le mésoderme, on a la corde, on a les somites ici. En fait, c'est tout ce qui est en rose. Parce à la base, le mésoderme, c'est ça. Donc, on a la corde et ici des structures. Et ces structures elles vont donner plein d'autres structures, notamment les somites. Ok. Donc, tout ce qui est en rose, c'est le mésoderme. Et vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit qu'on avait l'ectoderme ici, la corde ici. Et la corde, c'est celle qui va envoyer des inductions au niveau de l'ectoderme pour former la gouttière neurale et donc le tube neural. Et si vous voulez, la corde, on avait dit qu'elle envoyait des signaux à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui, hein, vous la voyez? Oui, voilà. Ok. J'ai une question Donc là, avec s'il te plaît. comment? Est-ce que l'endoderme et l'ectoderme, c'est pareil? Non, non, enfin, l'ectoderme, c'est la partie externe et l'endoderme, c'est la partie interne. Mais sinon, tu veux dire, est-ce que c'est le même type de cellule? Dans les deux cas, c'est un épithélium, c'est ça la question. Euh, Là, en fait, je t'ai pas entendu. Ah, pardon, j'ai pas entendu la question. Ben, en fait, vous m'entendez mal? Non, ça En va. fait, l'ectoderme, c'est la partie superficielle. Ici, c'est le feuillet externe de l'embryon. Donc, du coup, vu que c'est le feuillet externe, ça va donner, par exemple, la peau. Alors que l'endoderme, c'est ce qu'on a ici, c'est le feuillet interne. Donc, ça va donner les cavités digestives, tout ça, quoi. Vous avez compris ou pas? Dites-moi, hein. Oui, merci. Ok, de rien. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, enfin, on est là pour ça, hein. Moi, j'ai une question pour Ouais, les étapes, les 4 étapes. J'ai pas ouais. compris c'était laquelle, enfin, à quoi ça servait la différenciation. Où il y avait les trucs verts, les cellules Euh, vertes et tout. alors, c'est où déjà? La dernière. Ici? Non, en Mais haut. en gros, Ouais, tout à la différenciation, fin. ici, bah, c'est, à mon avis, si tu as vu les cellules des crêtes neurales, elles vont s'agréger dans des Dans zones les plaques, particulières, la voilà, donc code. les placodes notamment. Et une fois, enfin, après, là, c'est un schéma, mais elles vont migrer dans tout l'organisme. Et à mon avis, ça veut juste dire que les cellules des crêtes neurales, par exemple, elles vont migrer bah, dans la partie céphalique, elles vont former les tissus de la face. Tu vois, à chaque fois, à chaque endroit où elles se fixent, elles vont ensuite se différencier et donner les tissus, si tu veux. Différentes. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, par Elles exemple, vont dans se la partie. répartir en gros. Comment? Elles vont se répartir. Ouais, en fait, elles vont se répartir et après, si tu veux, elles vont se transformer. Donc, elles vont donner après les tissus. Enfin, tu veux, tu as vu, par exemple, au tout début, quand on avait la liste, ici, en gros, quand elles vont, euh, quand elles vont migrer, si tu veux, au niveau du crâne chez les animaux, elles vont donner, par exemple, les cornes osseuses. Ouais. Quand elles vont migrer, je sais pas où, dans la nageoire du poisson, elles vont donner après le pigment des nageoires. Tu vois, elles vont Ouais, migrer c'est à ça, chaque c'est ça. fois. Ok, j'ai compris. Voilà. Par exemple, elles donnent la couleur des yeux. La couleur des yeux, ça dépend des cellules des crêtes neurales. Donc, à chaque fois où elles vont migrer, après, elles vont se différencier pour donner, en fait, le tissu mature terminal, quoi. Voilà. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, hein. Donc voilà, je vous ai lu un petit peu les annales, le type d'annales, c'est vraiment toujours la même chose. J'ai une question, s'il te plaît. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit dans la liste des mots, il faut apprendre que les trucs en bas où il y a marqué sauf.
Ouais, chose. Et en fait, il y a une fois marqué ça dans le cours, non? ouais, c'est ça. Donc, c'est juste ça qu'il faut apprendre. Après, tout le Non, reste. alors non, je dois prendre quand même le cours, hein, je dois prendre, enfin, je parlais juste, tu sais, pour la différenciation des cellules décrètes, enfin, tu dois tout apprendre, si tu le, tout ce qu'on a vu, quoi, tout ce qui est gouttière neurale, crête neurale, que l'ectoderme, ça produit des molécules qui sont les BMP, que le mésoderme, ça produit des antagonistes des BMP, enfin, tu dois tout retenir, mais juste pour tu veux, ce que les cellules des crêtes neurales donnent, si tu veux, enfin, plutôt que de retenir tout ce qu'elles donnent, donc elles donnent les cornes des animaux, l'épithélium, enfin, par exemple, la couleur des yeux, le système nerveux, tout ça, au lieu de retenir, si tu veux, tout ce qu'elle donne, tu retiens juste qu'elle donne tout, sauf trois trucs, l'émail, l'os occipital et la partie postérieure du sphénoïde, et l'épithélium pigmentaire de la rétine. C'est trois trucs qu'elle ne donne pas. En gros, dans les annales, à chaque fois, pour répondre à pratiquement tous les annales, juste en gros, de toute façon, vous ne pouvez pas prendre toutes les listes. Il y a trop de choses. Parce elle donne pratiquement tout. Donc, plutôt que de tout retenir, vous retenez juste ce qu'elle ne donne pas. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, et par exemple, la dernière page, il faut tout apprendre là. Ici? Ben non, justement, tu n'apprends pas tout ça. Hein. Elle donne les cellules de Schwann, c'est vrai, les ganglions crâniens, c'est vrai. Mais plutôt que de tout apprendre, tu retiens qu'elle donne tout. Peu importe ce qu'il te met, tu le coches, sauf l'émail, l'os occipital et l'épithélium pigmentaire de la rétine, c'est tout. Et le sphénoïde aussi, non? Oui, la partie postérieure du sphénoïde. Parce qu'en fait, c'est un peu. Oui, c'est vrai, bah, oui, exactement. Parce qu'en fait, moi, je retenais, vous allez voir, enfin, moi, je retenais qu'elle ne donnait pas le clivus, parce qu'en gros, bon, ça, vous le verrez en SP12, mais en gros, on a. Est-ce que vous voyez? Ouais. En gros, ça, c'est la partie postérieure, si vous voulez, Bon, vous le verrez, hein, la partie postérieure du sphénoïde. Et ça, c'est la partie antérieure de l'os occipital. Ça, c'est l'os occipital, on va dire. Et en gros, je retenais que. Et en fait, le clivus, c'est formé de la réunion du sphénoïde et de l'os occipital. Bon, bref, moi, je retenais. Enfin, vu que si vous voulez, les deux, ils sont liés, vous retenez juste que c'est ça, que les cellules des crêtes neurales ne donnent pas l'os occipital et la partie postérieure du sphénoïde. Et ce qu'on a dit, l'émail et l'épithélium pigmentaire de la rétine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Bon, on va pouvoir passer au cours numéro 2. Alors. Voilà. Vous voyez? Oui, c'est bon. Alors, le cours 2, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de compréhension. Là, c'est... Bon, on va voir. Je prends juste le cours sous les yeux parce que des fois, c'est le pire cours, là, ce qu'on va faire. Hein, vous allez voir. C'est pas pour vous décourager, mais il est chiant, ce cours. Faut le revoir sans cesse. Parce qu'en fait, vous allez avoir des listes et des listes et des listes à retenir. Mais bon, là, je ne pourrais pas trop vous aider pour ce cours. Je vais essayer de vous donner des moyens techniques, des trucs que j'avais notés pour vous aider. Mais c'est un cours chiant. En fait c'est beaucoup de par cœur. C'est que du par cœur, ce cours. Bon, vous allez voir. Alors, donc c'est le cours sur la formation et le devenir de l'appareil pharyngé. Donc, on vous dit, dans ce cours, on va étudier la formation et le devenir de l'appareil pharyngé. Dans le cours précédent, on a vu l'origine et le devenir des cellules des crêtes neurales. On a étudié les cellules des crêtes neurales et leur migration dans l'embryon. On nous dit que les cellules des crêtes neurales, elles vont migrer au niveau de l'appareil pharyngé pour donner naissance à différents tissus et organes. Donc aujourd'hui, on va parler de l'appareil pharyngé qui se situe à l'extrémité céphalique de l'embryon, donc au niveau du cou. Donc l'appareil pharyngé, c'est ce qu'on a là en fait. Hein. Donc ça, c'est l'embryon vu de face, la partie crâniale ici de l'embryon. Ici, on a le renflement cardiaque. Donc là, c'est une vue en fait, si vous voulez, latérale en fait, comme une coupe sagittale de l'embryon. Donc là, on a la partie crâniale, la partie caudale. Ici, on a le renflement cardiaque. Et parce qu'en fait, ça vous étonne hein, de voir, depuis tout à l'heure, on voit le renflement cardiaque qui est à l'extérieur de l'embryon.
C'est vrai que c'est étonnant, mais en fait, quand on fait de l'embryo, après, ça ne nous étonne plus parce que on est habitué à voir tout ce renflement cardiaque qui sort en fait de l'embryon comme ça. Voilà. Donc du coup, ici, on a le bourgeon nasofrontal. Ça, c'est dans le chapitre 3, on vous détaille chaque bourgeon de la face. Ici, on a le renflement cardiaque. Et ici, au niveau du cou, on peut dire, on a l'appareil pharyngé. D'accord? Donc ça, c'est ça. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est l'appareil pharyngé. Donc, on vous met, voici ici l'appareil pharyngé, donc en vue externe de face chez un embryon de 30 jours. Bon. Donc, on vous dit l'appareil pharyngé, c'est une structure transitoire qui apparaît chez l'embryon de 5 mm lors de la 4e semaine de développement. Donc, il est ici donc, dans la région céphalique et il est à l'origine de nombreux éléments de la face et du cou. Bon. Ça, on s'en fout. Après, bon, dans les cours, on vous parle de plicature. Ça, vous allez le voir beaucoup en bio-C. Si vous voulez, à la base, on a un embryon qui ressemble à un disque, on l'a vu tout à l'heure. Ça n'a pas du tout cette forme-là. Mais si vous voulez, avec le développement de l'embryon, donc la vésicule, si vous voulez, le disque tridermique qu'on a va se développer, va grossir, et on va avoir des plicatures. Donc, des plicatures, vous allez voir qu'on a plusieurs types de plicatures. Tout ça, c'est en embryo, hein, mais on vous en parle un petit peu ici. On a la plicature céphalocodale et une plicature transversale. Et en fait, si vous voulez, il y a des pressions. C'est comme une torsion, si vous voulez, de l'embryon qui va, à l'arrivée, lui donner cette forme-là. D'accord? Voilà, donc c'est juste ça. À la base, si vous voulez, c'est un disque, l'embryon, mais avec son développement et des pressions, si vous voulez, un phénomène de torsion de l'embryon, il va à la fin avoir cette forme-là. Donc c'est ce qu'on vous dit là en gros. Hein. Bon, voilà. Donc quand on vous dit, voilà, donc l'applicature, c'est ça. En fait, vous allez avoir des flèches dans les cours d'embryo, des flèches comme ça, des flèches de haut en bas et transversalement pour vous dire qu'il y a des pressions qui sont appliquées sur l'embryon qui lui donnent à la fin cette forme, si vous voulez. Voilà. Donc, on va passer directement donc maintenant à l'appareil pharyngé. Donc, l'appareil pharyngé, attention, piège classique au concours, il est formé chez l'homme de 5 paires d'arcs pharyngés et non pas 5 arcs pharyngés. Il faut qu'il y ait le mot paire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous le voyez, ça, c'est l'appareil pharyngé et ça, c'est les arcs pharyngés, les ronds roses, d'accord? Donc, les arcs, vous voyez que c'est du mésoderme. Le bleu, c'est quoi, vous pensez? Vous pensez que c'est quoi, ce bleu-là? Je sais pas. L'ectoderme? Ouais, c'est ça exactement. C'est de l'ectoderme. En fait, vous vous rappelez tout à l'heure que l'ectoderme, c'était en bleu, le mésoderme, c'était en rose, et l'endoderme, c'est en vert. Donc, on garde en fait le même code couleur, quoi. Voilà, donc vous voyez en rose, c'est les arcs pharyngés, et vous voyez que l'arc pharyngé est formé de 5 paires, d'accord? On a bien de chaque côté, on a 5 paires, et non pas 5 arcs pharyngés, comme c'est tombé au concours. Voilà, donc 5 paires d'arcs pharyngés mésodermiques. Ces paires d'arcs pharyngés sont situées à droite et à gauche de la ligne médiane, de part et d'autre de la région pharyngée et de l'intestin primitif. Donc voilà, de part et d'autre de la ligne médiane, on a les arcs pharyngés. Alors, ils sont numérotés ça aussi, un piège classique, ils sont numérotés de 1 à 6. Il n'existe pas de 5e arc. Donc ici, premier arc, deuxième arc, troisième arc, quatrième arc et 6e arc. D'accord? On n'a pas de 5e arc pharyngé, donc faites gaffe. Au concours, dans les QCM, tout ça. Des pièges classiques. Hein. Voilà. Donc, ces arcs mésodermiques sont séparés à l'extérieur par des sillons ectodermiques au nombre de 4 et à l'intérieur par des poches endodermiques au nombre de 5. Donc, en gros, on a nos arcs pharyngés. À l'extérieur, ici, l'ectoderme, on dit qu'il forme des sillons, alors qu'à l'intérieur, l'endoderme, on dit qu'il forme des poches. D'accord? Donc, on a arc pharyngé au milieu. À l'extérieur, on a des sillons. Et à l'intérieur, on a des poches. Okay. Par contre, faites gaffe, on a 4 sillons ici, mais on a par contre 5 arcs et 5 poches. Voilà. Donc voilà. Donc retenez bien qu'on a 4, je pense, enfin moi je retenais, enfin
C'est un peu dur à visualiser, mais du coup, je me disais, il y a 4 étoiles bleues, là, je me dis donc il y a 4 sillons, alors qu'on a 5 arcs qu'on voit bien en rose, et on a par contre 5 poches. J'avais un peu du mal à le visualiser, mais voilà, il faut bien retenir que on a 5 poches, mais 4 sillons. Voilà. Mais excuse-moi, c'est quoi la différence entre une poche et un sillon? Ben, les poches, c'est à l'extérieur. Pardon, les poches, c'est à l'intérieur, c'est ici. Ok, Et ok. les sillons, c'est à l'extérieur. Donc, juste en gros, les sillons, il en manque un et les poches, c'est bon. Ok, ouais, c'est ça. Donc, du coup, les poches, c'est de l'endoderme, alors que les sillons, c'est de l'ectoderme. Voilà. Donc, premier arc, ça, pareil, c'est à retenir, hein. Le premier arc, il se forme au 22e jour. Le deuxième, pareil, au 22e jour. Le troisième, au 26e jour. Quatrième, ça, voilà. Donc, vous devez retenir à chaque fois les jours. Donc, en fait, vous allez voir qu'en morpho, à chaque fois, il faut retenir des semaines, des jours, etc. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai pas trop de moyens. C'est un peu du par cœur. Bon, par contre, retenez bien qu'il n'y a pas de 5e arc. Donc, ça, c'est le piège. Il y a 5 arcs, mais il n'y a pas de 5e arc. C'est numéroté de 1. Enfin, ça fait premier, deuxième, troisième, quatrième et 6e arc. Voilà. Bon, et l'appareil pharyngé, il est constitué au cours de la 4e semaine. Bon, ça, on l'a vu. On a l'appareil pharyngé, des poches à l'intérieur, des arcs et des sillons à l'extérieur. Ok. Bon. Maintenant, c'est parti pour la séance de par cœur. Donc, on vous dit les fonctions de cet arc pharyngé. Bon, là, c'est une petite introduction. On vous dit, grâce à cet arc pharyngé, on a les muscles masticateurs, les muscles masticateurs, donc maxillaire mandibule, qui proviennent du premier arc. D'accord. Donc, muscles masticateurs, c'est tout ce qui est ptérygoïdien, masséter, tout ça, ça provient du premier arc. On a également le maxillaire et la mandibule. On va le voir après. On vous dit les muscles de l'expression faciale proviennent du deuxième arc, la langue provient du premier, deuxième, troisième, quatrième arc, et le pharynx, quatrième, sixième arc. Bon, donc là, c'est parti. Je vais prendre mon cours à côté, comme ça, si j'ai des trucs à vous dire, des petits moyens mnémotechniques, ça peut vous aider. Alors, bon, là, on est au niveau du premier arc pharyngé. Ah non, donc là, c'est encore un truc général. Voilà, et c'est ici qu'on vous parle du premier arc pharyngé. Bon, donc, on parle d'arc pharyngé, mais également de barre pharyngée, c'est la même chose. Et on vous dit en gros que chaque arc ou chaque barre pharyngée va donner des cartilages, des nerfs, des muscles, des vaisseaux sanguins. Bon, je pense que c'est ce qui est représenté ici. Le petit point rouge, c'est ce qui va donner, pour vous dire que l'arc va donner des muscles, des nerfs, des artères. Voilà. Et des cartilages. Bon, ça, on l'a vu déjà, chaque segment mésodermique est limité à l'extérieur, ici, par de l'ectoderme, et à l'intérieur, par de l'endoderme. Bon, ça, c'est bon. Donc là, on vous dit les arcs pharyngés sont innervés par différents nerfs. Donc moi, je retenais 5, 7, 9, 10. Donc, en gros, le premier arc pharyngé, il est innervé par le nerf 5. Le deuxième arc pharyngé par le nerf 7. Le troisième arc pharyngé par le nerf 9. Et quatrième et sixième arc pharyngé par le nerf 10. Donc voilà, je retenais 5, 7, 9, 10 et je retiens. Voilà, vous devez retenir ces nerfs, vous devez retenir à chaque fois quel nerf pour quel arc pharyngé. Ok, donc là maintenant, on passe à chaque arc. On va vous décrire en fait chaque arc pharyngé, ce qu'il donne. Bon, après, vous allez voir qu'il y a quelques trucs un petit peu logiques par rapport à la hauteur de chaque arc, mais bon, pas toujours. Bon, on vous dit le premier arc, il va donner donc le bourgeon maxillaire et le bourgeon mandibulaire. Donc, d'abord, on commence par les dérivés squelettiques. Donc, on vous dit le premier arc, il donne naissance au maxillaire, à l'os zygomatique, au processus zygomatique du temporal et à la mandibule. Donc, ça, c'est pour les os. Hein. Et après, on vous dit les dérivés
en fait, on vous met aussi que... Parce qu'en fait, ici, ce que vous voyez là, c'est le cartilage de Meckel, d'accord? Et on vous dit que le cartilage de Meckel, il va donner le ligament sphénomandibulaire, le malleus, l'incus. Bon, ça fait beaucoup de choses. Après, vous pouvez vous dire que bon, le premier bourgeon, c'est celui qui est le plus en haut, donc il va donner maxillaire mandibule, d'accord, ce qui est au niveau de la face. Il donne aussi ce cartilage de Meckel, donc le cartilage de la mandibule, qui va donner la mandibule. Et ce cartilage de Meckel, il va donner à ses extrémités, donc le ligament sphénomandibulaire, le malleus et l'incus, donc les osselets de l'oreille moyenne. Donc pour vous dire un peu ce qui tombe au concours, par exemple, moi, je notais à chaque fois à côté de mes cours, je notais ce qui tombait en annales, genre je mettais des petits A autour des cours et je mettais l'année qui était tombée. Donc par exemple, là, pour le premier arc pharyngé, j'ai marqué 2011, 2016, 2019, 2019 x 2, 2011, 2016. Et en gros, ce qui était tombé, c'est, au lieu de mettre que le cartilage de Meckel donnait le ligament sphénomandibulaire, le prof, il a mis que c'était le ligament stylo-mandibulaire. Donc, c'est des pièges comme ça. C'est vraiment du par cœur, par cœur. Donc, en 2016, il a mis stylo-mandibulaire au lieu de sphénomandibulaire. Et en 2019, il a mis ligament alvéolo-dentaire. Donc, du coup, c'est faux. Voilà. Et ces parties-là, sur l'oreille moyenne, c'est tombé énormément de fois aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du par cœur. Bon, pour les dérivés musculaires du premier arc, je regarde un petit peu, c'est tombé en anal. On a donc les muscles masticateurs, donc temporaux, masséter, ptérygoïdien, le muscle amyloïde. Alors en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que quand vous allez faire en SP12 l'anatomie du crâne, que vous allez voir les muscles, tout ça, vous allez savoir que les muscles masticateurs, c'est ptérygoïdien, masséter, temporaux. Ça, c'est les muscles masticateurs. Donc là, pour l'instant, vous ne savez pas encore ce que c'est le muscle ptérygoïdien, vous ne savez pas ce que c'est le muscle masséter, mais quand vous aurez fait aussi l'anatomie, ça sera plus facile à retenir. Parce que vous allez apprendre tous les muscles de la face pratiquement. Enfin, en tout cas, vous allez en apprendre beaucoup en anat. Et pour l'innervation, c'est le nerf 5, d'accord? C'est une branche du ça aussi, nerf 5, enfin tout ce qui est innervation de la face, vous allez beaucoup le voir en SP12. Donc le nerf 5, parce que vous vous rappelez, on avait dit 5, 7, 9, 10, donc le premier arc, c'est le nerf 5. Voilà. Ça, c'était pour le premier arc pharyngé. Ensuite, on a le deuxième arc pharyngé. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, j'ai noté, voilà, bon, c'est pour vous dire un petit peu les pièges au concours. Donc, vous vous rappelez que tout à l'heure, au premier arc, enfin, pour le premier arc, on avait dit que ça, c'était le cartilage de Meckel, d'accord, qui va donner la mandibule et qui va disparaître et qui va donner 3 trucs. Enfin, le ligament sphénomandibulaire et les osselets de l'oreille moyenne. Ensuite, pour le deuxième arc pharyngé, on a ici un autre cartilage ici qui s'appelle le cartilage de Reichert, comme ça, ici. En gros, en 2018, je l'ai fait tomber, c'est que pour le deuxième arc pharyngé, le cartilage du deuxième arc pharyngé, c'était le cartilage de Meckel, alors que non, Meckel, c'est le premier arc et Reichert, c'est le deuxième arc. Voilà. Bon, après, c'est des listes encore de muscles, de dérivés squelettiques. Donc, du coup, pour les osselets de l'oreille moyenne, bon, vous allez le revoir en SP12, mais je ne sais plus si vous l'avez vu ou pas en NIO5. Vous avez le malleus, l'incus et le stapes. Et du coup, le troisième osselet, il est formé par le deuxième arc. Alors que les 2 premiers, c'était par le premier arc pharyngé. Bon. Ici, on a les petites cornes de l'osioïde qui sont formées par le deuxième arc. Et la partie supérieure de l'osioïde, donc la partie supérieure de l'osioïde, c'est formé par le deuxième arc. Et après, vous avez tous ces muscles-là qui sont formés par le deuxième arc. Ensuite, donc pour vous dire, à chaque fois, j'ai noté les trucs d'anal. Pour le deuxième arc pharyngé, par exemple, alors qu'est-ce qu'il a fait tomber? En gros, ça tombait beaucoup que le styloïdien était formé par le deuxième arc. Et sinon, je n'ai pas noté de trucs importants.
Mais bon, c'est noté que cette partie-là était tombée en 2018 et en 2016. Voilà. Donc ensuite, pour le troisième arc, moi j'ai noté que c'est. Faites attention, le troisième arc, il est appelé arc thyroïdien, parce qu'en fait, chaque arc a un petit nom. Genre, deuxième arc qui s'appelle arc hyoïdien, premier arc qui s'appelle arc maxillomandibulaire, et le troisième arc, il s'appelle arc thyroïdien. J'ai noté que, en gros, il s'appelle arc thyroïdien, le troisième arc, mais il ne donne pas le cartilage thyroïde. Donc faites gaffe. Le cartilage thyroïde, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. C'est le quatrième arc. Donc faites gaffe, il s'appelle cartilage thyroïdien, mais au final, il ne donne pas le cartilage thyroïde. Donc ça peut être un piège. Voilà. Mais donc, bon, donc du coup, on a vu que le deuxième arc, il donnait la partie supérieure de l'osioïde et les petites cornes. Et le troisième arc pharyngé va donner les grandes cornes ici, la partie en fait inférieure de l'osioïde. Bon. Sinon, c'est tout. Et voilà, donc bien connaître à chaque fois, ça va prendre du temps. Chaque arc, en fait, il faut retenir tout ce qu'il donne. Ensuite, quatrième arc pharyngé. Donc lui, il n'a pas de nom. Bon, moi, j'avais retenu, on vous parle de l'épiglotte et des cartilages du larynx. Donc l'épiglotte, elle se forme au 4e mois. Ça tombe bien parce qu'elle est aussi formée par le 4e arc pharyngé. Bon, non, c'est tout. Et le 4e arc pharyngé, c'est celui qui est le moins bien différencié. Alors, le 6e arc. Alors, le 6e arc, on vous dit qu'il est formé par une condensation mésodermique qui apparaît à la 5e semaine dans la région du. Donc condensation mésodermique qui apparaît à la 5e semaine. Et on vous dit, elle a pour origine les parties latérales du mésoderme et devient du cartilage à la 7e semaine. Bon, du coup, en fait, j'avais retenu 5, 6, 7. Bon, c'est pas ouf, mais après, j'avais d'autres moyens mnémotechniques. Pour les arcs, c'est fini. On va voir vite fait les poches. Donc, en gros, le plus gros du cours, c'est vraiment retenir chaque arc ce qu'il donne. Parce qu'après, les poches, il n'y a plus rien. On vous décrit juste la première, la deuxième. Enfin, on vous décrit un petit peu les poches, mais c'est beaucoup plus petit, il n'y a plus grand-chose. Et c'est beaucoup plus logique, je trouve, que les arcs. Donc, pour les poches, on vous disait. Donc, vous vous rappelez, les poches, c'est ce qu'on a à l'intérieur, donc c'est l'endoderme. On vous dit la première poche pharyngée, elle est située entre le premier et le deuxième arc. Et la première poche, elle s'allonge pour donner naissance, en fait, au processus tubo-tympanique qui forme le futur conduit auditif externe. Donc, vous le voyez là, en fait, ce conduit qui se forme là entre le premier et le deuxième arc, ça va donner le conduit auditif externe. Voilà. Et en fait, on va vous dire aussi que, donc ça, c'est une poche, donc c'est de l'endoderme. Et ici, on a, en bleu, c'est les sillons. Et en fait, on va avoir une fusion de l'endoderme et de l'ectoderme ici pour donner le tympan. Voilà. Donc, du coup, on a le canal tympanique qui se forme ici et la fusion de ces deux feuillets-là qui va former le tympan. Donc, ça aussi, c'est un truc qui tombe beaucoup. Ensuite, la deuxième poche, alors ça tombe tout le temps. Alors, c'est tout le temps inversé au concours. On vous inverse tout le temps la deuxième et la troisième poche. On vous inverse tout le temps les constituants. Mais en gros, la deuxième poche, on vous dit qu'elle donne la tonsie palatine. Bon, donc tout ce qui est lymphoïde, c'est la deuxième poche, tout ce qui est lymphatique. La troisième poche, alors là, par contre, il va y avoir un truc un peu dur. C'est la troisième poche, elle donne la glande thyroïde, les parathyroïdes et le thymus. Alors ça, j'avais un moyen technique. Je me disais, troisième poche, ça commence par un T. Et du coup, parce que c'est troisième poche, elle donne thyroïde, parathyroïde, thymus. Voilà, j'avais retenu comme ça pour la troisième poche. Thyroïde, parathyroïde, thymus. Et voilà. Par contre, ouais, après, il va y avoir un truc un peu chaud. C'est que, enfin, bon, après,
on va vous dire en fait que la quatrième poche pharyngée, elle donne la glande parathyroïde supérieure, alors que la cinquième poche pharyngée, elle donne... Ah, mais vous l'avez plus ou quoi? Ah, mais je crois que vous l'avez plus. Bon. En gros, nous, on nous disait que... Attendez, je regarde. Attendez. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça en fait. Donc, la quatrième poche, elle donne la glande parathyroïde supérieure, et alors que la troisième poche, elle donne la glande parathyroïde inférieure. Donc, vous voyez que c'est inversé. Donc, c'est un peu particulier, mais voilà, il faut bien retenir que la quatrième poche donne la glande parathyroïde supérieure, et la troisième poche, glande parathyroïde inférieure. Ensuite, pour la cinquième poche, donc j'avais encore mon petit moyen technique. Donc, je me disais, la cinquième poche, ça commence par un C pour cinquième poche. Donc, ça donne le corps ultimo-bronchial, les cellules C, et voilà. Donc, du coup, cinquième poche, corps ultimo-bronchial et cellules C, vu que c'est la cinquième poche. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pour vous aider un petit peu parce que c'est vraiment que du par cœur ce cours. Donc, les sillons pharyngés ectodermiques maintenant. Donc, on a vu les arcs, on a vu les poches. Maintenant, on vous parle en 30 secondes des sillons. On vous dit juste qu'ils sont présents à la cinquième de vie, puis ils disparaissent. Le premier, donc ça, c'est le seul truc que je trouvais logique du cours. Le premier sillon, ici, il persiste partiellement, on vous dit, et il est à l'origine de l'épithélium du conduit auditif externe, donc de la membrane tympanique. Est-ce que vous vous rappelez qu'ici, la première poche, ça donnait le conduit auditif externe, vous vous rappelez, la première poche, et on avait dit que ces deux feuillets-là fusionnaient pour donner le tympan, et on vous dit que le premier sillon ici, il persiste partiellement, il est à l'origine de l'épithélium du tissu conjonctif externe. L'épithélium, c'est les cellules en gros. Voilà. Après, on vous dit ça, on vous dit les deuxième, troisième et quatrième sillons pharyngés. Donc, ce que vous avez là, on vous dit, ils sont recouverts par le deuxième arc. Enfin, en gros, vous voyez que le deuxième arc ici, donc c'est tout ça, ici. Et donc, vous voyez bien que les deuxième, troisième et quatrième sillons, ici, ils sont recouverts par le deuxième arc. Ouais, donc, cette partie, elle est un petit peu plus visuelle. Donc, on a les deuxième, troisième et quatrième sillons qui sont recouverts par le deuxième arc. Et ensuite, lors de la flexion cervicale, j'avais dit qu'il y avait des plicatures, des flexions. Lors de la flexion, ces sillons-là, ils vont former le sinus cervical ici. Donc, on vous le met sinus cervical et c'est tout, qui va disparaître. Donc, justement, lors de la flexion, ce sinus, il va disparaître. Donc, voilà, deuxième, troisième et quatrième sillon, il donne le sinus cervical qui disparaîtra lors de la flexion cervicale. Bon, et ça, c'est en vert, donc c'est plus à retenir. Bon, voilà, un cours un peu indigeste. Je vous avais prévenu, mais bon, en fait, c'est vraiment que du par cœur. Donc, il faut, une fois que vous l'avez vu, revu, après, vous connaîtrez par cœur qu'est-ce qui est formé par le premier arc. Et finalement, une fois que vous connaissez par cœur, c'est un peu des points, on va dire, faciles à avoir au concours. Parce qu'une fois qu'on connaît, c'est vraiment des questions texto court. Donc, vraiment, on va vous mettre à chaque fois les consignes. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai les annales, là. C'est vraiment du texto. Donc, finalement, pour ceux qui aiment le par cœur, c'est pas des questions pièges, quoi. C'est vraiment du cours texto. Je regarde si j'ai pas un peu des annales. Je les avais tout à l'heure. Voilà. Bon, vous mettez par exemple. Bon, là, vous n'allez pas réussir à répondre parce que vous venez de voir, vous n'avez pas encore vu le cours, on l'a juste entrevu, donc c'est sûr, il faudra apprendre bien le cours. Mais on vous dit par exemple, première question, les paires d'arcs pharyngés se forment selon une séquence crânio-caudale. Bon, ça, c'était au tout début du cours, c'était marqué. Oups, donc, c'est vrai, ça. Donc, voilà, donc on vous dit, les paires d'arcs se forment selon une séquence crânio-caudale, donc d'avant en arrière. Donc,
Et on vous met à chaque fois la chronologie de formation de ces arcs. Donc ça, c'était vrai. Après, vous mettez question B. Le premier arc se forme au premier jour. Ben, c'est faux. Le premier arc se forme au 22e jour. Donc ça, pour vous dire qu'une fois que vous connaissez bien le cours, c'est vraiment du texto. Après, on vous dit le 4e arc ne se forme pas ou régresse rapidement. C'est faux. C'est le 5e arc qui ne se forme pas et qui régresse. C'est la question 2015. Après, on vous dit le 6e arc est visible à partir de J30, c'est vrai. Donc, c'est vraiment le texto du cours. L'appareil pharyngé est constitué à la fin du premier mois. Donc, c'est bon. Voilà. Après, je regarde un peu ce que j'ai. Voilà. Là aussi, dans ce cours, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées parce que nous, on avait toute une partie sur les poissons, donc sur la formation des branchies, parce qu'il y avait des poissons qui avaient des branchies à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, du coup, dans les annales, il y a beaucoup de questions sur les poissons. Donc, si vous tombez dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc, par exemple, la question de 2013, on vous mettait par les propositions suivantes, quelle structure anatomique dérive du cartilage de Meckel? Et il fallait ressortir à chaque fois qu'est-ce qui donnait. Donc, par exemple, on vous mettait le ligament stylo-mandibulaire. C'est faux, on vous dit que c'est le ligament sphénomandibulaire. Donc, le ligament sphénomandibulaire, après, c'était vrai. Et l'incus, c'était vrai. Donc, vous vous rappelez, on avait un petit peu les osselets qui se formaient. Le malleus, l'incus, on avait dit que c'était premier arc. Et le stapes, on a dit 3e arc. Voilà. Quand on vous dit le premier arc pharyngé est à l'origine du muscle masséter, c'est vrai. Le premier arc pharyngé participe à la formation de la mandibule, c'est vrai. Le premier arc pharyngé, on a vu qu'il donne tout ce qui est maxillaire, mandibule, muscle masticateur, tout ça, c'est le premier arc. Bon, voilà, donc ça pour vous dire qu'après, c'est que du par cœur et à force de le voir, après, ça, de toute façon, ça rentre au bout d'un moment, mais voilà, faut pas avoir peur, il faut le revoir régulièrement. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, ben, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire là, si on a du temps, quoi, si vous voulez reprendre quelques trucs. Mais bon, de toute façon, le deuxième cours, c'est beaucoup de par cœur. Et voilà, vous inquiétez pas, en le revoyant, à force de le voir, ça va rentrer. Et finalement, ça fait des points faciles à avoir au concours. Bon, ben travaillez bien. J'ai vu que Dan nous a fait un planning pour que vous travaillez un petit peu tous les jours. Voilà, donc n'ayez pas peur, la morpho, c'est pas si compliqué, c'est juste que voilà, c'est nouveau pour vous, vous n'avez pas fait d'embryo, vous n'avez pas fait tout ça, mais à force, vous inquiétez pas, à force de voir les cours, ça va rentrer et au final, les annales, elles sont pas si compliquées que ça, c'est beaucoup de détails, mais bon, c'est pas des questions si tordues que ça, vous verrez. Voilà, mais travaillez bien et reposez-vous quand même, c'est encore un peu les vacances. Et bon après-midi. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.